9 ans après Mad Max Fury Road et 45 ans après le premier Mad Max, George Miller revient avec un 5e opus consacré à Furiosa. Le film se consacre à la construction de cette personnalité forte des terres dévastées. Tout ça dans le but de comprendre ses motivations. Ce qui fait que contrairement à Fury Road et son action continue, Furiosa se permet des pauses, notamment pour développer son antagoniste bavard. Autrement, le film reste assez avare en dialogue, préférant laisser ses images parler pour lui et développer ses thématiques. C'est alors que derrière des scènes d'action jouissives, on assiste à la construction d'un véritable mythe centré sur cette Valkyrie impitoyable qu'est Furiosa. Salut, c'est les allumés du stick et aujourd'hui dans ce premier épisode de Ciné Canapé, nous allons revenir sur Furiosa, Saga Mad Max. Et une fois n'est pas coutume, je serai en compagnie de Pucker. Salut. Qui sera là pour éclairer cette vidéo de son aura. Et oui. Donc voilà, on essaye cette nouvelle formule, on espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à donner vos retours en commentaire. Nous on va procéder exactement en fait de la même manière qu'un podcast jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va développer des thématiques, etc., donner notre avis sur le film. Bref, si vous avez déjà regardé les podcasts sur les jeux vidéo, vous êtes en terrain connu. Je te laisse commencer. Moi je dirais que c'est assez rare de voir un blockbuster, un film d'action avec autant d'idées visuelles et qui aborde plein de thématiques. Je pense que ce film le fait magnifiquement bien et en plus il le fait par une mise en scène vraiment très sophistiquée. Il se distingue de la majorité des grosses productions hollywoodiennes, déjà au niveau de la conception. Hein. On sent que c'est un film qui a été particulièrement bien construit. Je veux dire, le projet remonte à une vingtaine d'années et tu la sens, cette préparation, ne serait-ce que par le niveau de détail impressionnant que tu remarques au bout de 2-3 visionnages. Moi, j'en suis à 3 visionnages déjà. Je pense qu'on va en reparler. Et je dirais que la première vision du film que j'ai eue, ça a été un plaisir de chaque instant, quoi. Du coup, merci pour les travaux. Oui, bah c'est à peu près ça, moi aussi, ce que j'ai pensé du film, sachant que quand même, moi je trouve que quand on connaît mieux George Miller, vraiment c'est un film qui fait très plaisir. Contrairement aux autres films de sa filmographie, bon, il reste toujours sur les mythes, etc., bref, des choses dont on reparlera. Mais là, il le fait d'une nouvelle manière qu'il avait encore jamais expérimenté. J'avoue que ça fait assez plaisir. Et puis, le rythme, quoi. Enfin, 2h30, ça passe à une vitesse. Tu t'ennuies pas une seule seconde, c'est clair. Enfin, je veux dire, moi j'étais captivé durant. C'est rare que je sois autant pris dans un film et que je me dise oulala, c'est déjà fini. Enfin, c'est plus dingue. Mais c'est ça, quoi. T'as les 2 premières minutes où t'as la gamine dans un havre de paix, et puis d'un coup, hop, ça démarre. Enfin, ça s'arrête seulement pour laisser parler le méchant exceptionnel. Enfin, le mec, il arrive à te plonger dans son univers, mais direct, quoi. Enfin. Tu commences par un peu la même intro que Fury Road, c'est-à-dire c'est cette espèce de montage de voix désordonné qui explique l'effondrement, mais uniquement par des voix qui montrent l'effondrement progressif de la société. Et puis ensuite, tu commences d'une manière totalement différente que dans Fury Road. Là, tu es guidé par un espèce d'homme-histoire, le Historyman. On va dire que l'Historyman, il concluait Fury Road avec cette fameuse citation à la fin. Et là, il ouvre le nouveau film. Et ensuite, tu as un zoom, un peu comme au début d'Happy Feet, d'ailleurs, ça m'a fait un peu penser à ça, vu que je l'ai vu à peu de temps avant. Tu zoomes sur, en l'occurrence là, le pôle de l'inaccessibilité de l'Australie, c'est-à-dire le point le plus éloigné des côtes. Donc tu es vraiment en plein milieu de bush australien. C'est un territoire, enfin un pays, tu sais, qui a une densité de population extrêmement faible. Il y a vraiment du désert à l'horizon dans beaucoup d'endroits et là en l'occurrence ils zooment sur la terre verte, donc cette terre d'abondance. C'est vraiment un peu comme dans Happy Feet 2 où en fait derrière cette banquise qui paraît tout à fait normale et là ces décors de désert qui paraissent tout à fait normaux pour un film Mad Max, là tu vois quelque chose de pas du tout familier. Dans Happy Feet c'est les manchots empereurs qui dansent quoi. et dans Mad Max c'est vraiment la terre verte, paradis au milieu de nulle part. Voilà, c'est marrant parce que du coup la terre verte dans Happy Feet ça représentait le danger du réchauffement climatique et de la fonte de la banquise. Là c'est l'inverse, c'est un Éden, un oasis. Oui c'est ça, c'est l'idéal auquel tu veux revenir tout le long du film quoi. Et donc du coup alors cet instrument avant t'évoque directement des mythes anciens, des civilisations millénaires. C'est un instrument qui est beaucoup utilisé dans la BO des Uncharted notamment, mais et dans beaucoup de films historiques, je pense à Gladiator notamment, il utilise beaucoup cet instrument lorsqu'il évoque les Champs-Élysées. Donc moi cet instrument il m'a directement plongé dans le film, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, oui. je savais que j'allais entrer dans la thématique qui est filée dans tous les films de Miller, à savoir des mythes anciens, comment ils sont réinterprétés au fil des années. Non mais c'est un tout qui t'accroche dès le début du film, c'est vraiment des couleurs que t'as pas l'habitude de voir dans Mad Max, déjà un personnage féminin, déjà tu fais ah ouais d'accord, qu'est-ce qui se passe. En fait c'est plutôt ce qu'on connaît de Mad Max qui revient petit à petit dans ses premières scènes, donc les motards, le désert. La tranquillité perturbée par ce gang de motards là qui se demandent
demande où ils sont. Ah bah oui, c'est ça. Parce que voilà, on est à un stade où dans l'univers de Mad Max, ces gens-là sont nés dans le Westland et mourront dans le Westland, quoi. Ce n'est pas le cas, par exemple, des personnages beaucoup plus âgés, peut-être comme l'Historyman, qui eux ont connu le monde d'avant. Ouais, bah, il y a un petit air de Gandalf, quoi. Le Gandalf des Westlands, je trouve, ce personnage assez marrant. Moi, j'aurais pu dire un père Fouras très fatigué, mais... Voilà, on a mentionné le nom de George Miller. C'est un réalisateur donc australien qui n'est pas son vrai nom d'ailleurs. Il s'appelle Yorgos Miliotis. Il est d'origine grecque, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'intéresse au mythe. On ne sait pas. Et là, il aura bientôt 80 ans. C'est assez fou de se dire qu'il a fait un film comme ça. Qui défonce tous les blockbusters actuels. Et à la base, c'est un médecin. Il a travaillé au service des urgences d'un hôpital de Sydney. Et c'est là, en fait, qu'il a été marqué par les nombreuses blessures et les décès dus à des accidents de la route. Et un truc qui est un peu moins dit sur lui, c'est que lui-même, il a connu des proches dans son enfance qui sont morts. Il a perdu 3 amis lorsqu'il était adolescent dans des accidents de la route dans le Queensland. C'est une région très rurale de l'Australie. Il y a vraiment rien à perdre de vue. Et je pense que ça a forgé très certainement son intérêt pour les traumas psychologiques et les corps blessés et mutilés. Voilà, qu'est-ce qui arrive au corps lorsque on fait des cascades en voiture. Tout ça, c'est des choses qui l'ont profondément marqué. Et en parallèle de ça, il commence dans les années 70 à s'intéresser vraiment au cinéma. Il bosse sur plusieurs courts-métrages jusqu'à faire le fameux Mad Max en 79, qui est un film fait avec très peu de moyens et qui a rapporté énormément, ouais. Ça a été pendant 20 ans, juste avant le projet Blair Witch, le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, tout simplement. Donc on a complété les films qui nous manquaient dans sa filmo, et c'est vrai qu'en revoyant Mad Max 1, on se dit... c'est assez ouf ce qu'il arrive à créer comme image à la suite du succès du 1. Évidemment, il a eu 2 suites, donc Mad Max 2 et Mad Max 3. Et c'est vrai que déjà dans la première trilogie, il décide que chaque film aura sa propre identité. Et déjà, Furiosa se distingue de Fury Road. On va en reparler après, mais il se distingue beaucoup de Fury Road, qui lui-même se distinguait du 3, etc. Et ensuite, comme tu l'as dit, il a eu une carrière pour le moins hétéroclite. Dans les années 80, il a passé par la comédie fantastique avec les sorcières This Week, le drame médical avec Lorenzo, une bonne petite surprise d'ailleurs, je pense que c'est le film qui nous a beaucoup marqué. Je pense que c'est un film à voir, ouais. Un film en plus oublié, mais c'était vraiment incroyable. Je veux dire, tu crois assister à un mélo sur une famille qui tente de sauver leur fils atteint d'une maladie très rare. Oui, ce qui pourrait être vraiment un scénario de film télé, quoi. Le film va t'exposer à des enjeux très techniques, au niveau de la biologie, de la médecine, et il va te les expliquer très fluidement, je dirais. Et puis, il fait encore référence aux mythes, à beaucoup de mythes dans le film. Ce qui va être le cas également dans Happy Feet 1 et 2, les films d'animation pour lesquels il est le plus connu, je pense. Et ensuite, après le non-succès, pour ne pas dire le désastre économique que fut Happy Feet 2, qui a carrément plombé la société d'animation qu'il avait fondée en Australie. Donc, Ah oui, à ce point-là, ça a vraiment bidé de fou Happy Feet. Ouais, mais en fait, c'est incompréhensible parce que le 1 avait été un beau succès, mais le 2, il n'a pas... Je me rappelle qu'à cette époque-là, il était en concurrence avec le Chapeauté 1. Peut-être qu'il a été un peu éclipsé. Mais je sais pas, pourtant, il y avait quand même un énorme casting, quoi, derrière. Ah oui, gros casting, il y avait Matt Damon et Brad Pitt qui jouaient des krills, des petites crevettes en mode existentiel. C'était assez drôle. Puis après le non-succès, il va nous sortir Mad Max Fury Road en 2015, qui a connu une production vraiment compliquée, qui a duré presque 17 ans. Je crois il devait se faire en 2003 au début. Il y a eu des intempéries qui ont empêché le tournage de se poursuivre. Ils ont dû démonter toutes les bagnoles qu'ils avaient construites pour le film. Ils ont réessayé une deuxième fois en Australie, sauf qu'il y a eu une énorme pluie qui a rendu le désert complètement vert. Du coup, la verdure était à empêcher le film de donner un air très post-apo. Mais le film aboutit enfin en 2015 avec une sorte de... On peut dire que c'est un reboot de la franchise, puisque l'acteur a changé, c'est Tom Hardy qui joue et plus Mel Gibson. Et ça a été un choc pour beaucoup de gens en fait à l'époque, parce que c'est un film qui dévie beaucoup des standards hollywoodiens actuels. C'est un film qui va se reposer énormément sur la narration visuelle, ce que George Miller appelle la musique visuelle, pour installer son intrigue, installer des personnages, nous présenter les enjeux. En fait, c'est un film qui peut paraître simple parce que c'est un aller puis un retour, mais c'est un film dont la création est tout sauf simpliste, parce que les enjeux, il faut les poser uniquement par des procédés visuels sans utiliser des cartons surexplicatifs, quoi.
Au lieu de te dire, au lieu qu'il y ait un carton qui te dit, voilà, Immortan Joe, il tient d'une main de fer la citadelle, il tient en otage sa population en leur donnant de l'eau et en les asservissant, bah là non, il n'y aura pas ça dans ce film, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça, on te montrait tout le désespoir des habitants, lui qui s'amenait vraiment comme une espèce de prophète, quoi, qui venait déverser l'eau. Ouais, il dit je suis votre rédempteur, je vous mènerai au Valhalla ou je sais pas quoi. Enfin, en quelques plans, t'as compris vraiment le système. Du coup, qu'il y a des Warboys complètement fanatisés par sa religion bizarre là. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul gars qu'on voit dans tout Mad Max qui a installé un système durable qui marche. Genre les autres, souvent c'est soit des nomades, ou soit comme dans Mad Max 3, c'est un système qui dure jamais très longtemps parce que ça dépend beaucoup trop d'une seule personne. Comme c'est un peu ce qu'on pense dans Mad Max 3, hein, c'est que t'avais le mécaniste là, bah en fait, s'il est pas là pour réparer le truc, c'est fini. Alors que là, bah en fait, on va dire que la religion du Mortan Joe, elle fait tenir debout une société certes très autoritaire, mais qui est stable, on va dire. Enfin, hiérarchie vraiment. Mais en fait, il y a beaucoup de références à l'Empire romain dans ce pseudo-empire. Enfin, t'as les impérators, t'as les prétoriens dont on entend parler dans Furiosa. Tout ça, ça crée en quelques minutes, vraiment en quelques minutes, il s'installe vraiment cet univers et c'est passionnant. Donc voilà, Fury Road, beaucoup de galères, mais ce n'est rien à côté de Furiosa. Ouais, alors faut savoir que Furiosa, il a été pensé en même temps que Fury Road en fait. Miller, il est habitué à écrire des espèces de mini-scénarios pour expliquer le background de chacun de ses personnages. Donc il a écrit des traitements pour Immortan Joe, pour Mad Max et notamment pour Furiosa. Voilà, il explique ses origines, tout ce qui n'est pas montré dans Fury Road, mais qu'on peut à peine deviner. Et notamment, l'histoire de Furiosa a été écrite en collaboration avec un animateur japonais qui s'appelle Mairo Maeda. Notamment connu pour quelques anges dans Evangelion. C'est pas tellement quelqu'un qui la réalise en fait, c'est plutôt quelqu'un qui propose des chara-design, et principalement du mecha du coup. Il a aussi un peu travaillé avec Ghibli, bref. Voilà. Un mec qui pèse, on va dire, et donc ils ont écrit à deux, je crois, l'histoire de Furiosa depuis son enlèvement jusqu'à son statut de Imperator dans Fury Road. Ils ont fait beaucoup de concept art, et faut savoir que les acteurs, les designers et toute l'équipe en fait de Fury Road, ils ont reçu ce scénar avant le tournage de Fury Road. Et à la base, donc, Furiosa devait être un animé. Et pas un film, ça devait être un animé en plusieurs épisodes qui devait sortir en même temps que Mad Max Fury Road, donc la première version de 2003 qui a été annulée, mais vu que la production de Fury Road a été coupée net, ils ont décidé de ne plus en faire un animé et d'en faire un film en prise de vue réelle. Et ça c'est étonnant pour quelqu'un d'extérieur au Japon de commander comme ça un animé, ça n'arrive jamais quoi. Déjà, même en France, où on est vraiment les plus gros consommateurs, il y a que peut-être Ankama et quelques rares studios qui s'essayent à ça. Mais là, vraiment, George Miller qui se dit je vais faire un animé, c'est fou quoi. C'est un mec qui a été vraiment influencé par les comics et les bandes dessinées japonaises, sans aucun doute quoi. C'est un gros fan du Japon et les Japonais lui rendent bien d'ailleurs. Eux aussi ont très bien reçu le premier Mad Max par exemple. Miller, lui, son but avec le premier Mad Max, c'était de faire un film du calibre des premiers films muets du cinéma de casse-cou, genre Harold Lloyd ou Buster Keaton, donc ces gens qui faisaient leur propre cascade, de par le fait qu'ils étaient muets, ils devaient aussi inventer, on va dire, une mise en scène purement visuelle qui ne repose sur pas ou très peu de dialogue, et notamment Miller il voulait faire un film qui soit compréhensible pour les Japonais sans sous-titres. Voilà, c'est une des choses qu'il dit dans une interview, et c'est vrai que quand tu vois Fury Road et Furiosa, tu te dis mais finalement le film a-t-il besoin de dialogue? Furiosa c'est moins évident à cause du méchant, tu vois, mais c'est vrai que t'enlèves des Mentus quoi, tu pourrais tout raconter sans aucun dialogue en fait, vu que c'est déjà ce qu'il fait en soi. Enfin je veux dire, Furiosa est pas tellement bavarde, Max non plus dans Fury Road, sauf pour se plaindre. Pour grogner derrière son masque là. Mais ce qui était fort, c'est que dans Fury Road, entre guillemets, Max était un peu un personnage frais, parce qu'en soi, il a plus grand chose à voir avec ce qu'on a vu dans la première trilogie. Et là, Furiosa, c'est un peu le raisonnement inverse. On connaît ce qu'elle est dans Fury Road, et donc comment on en arrive là, quoi. Ouais.
Bah, c'était un des points les plus intéressants avant de même voir le film. Qu'est-ce qui lui est arrivé à son bras, comment elle l'a perdu, à quoi ressemble la Terre verte. Et il y a un vrai plaisir, je trouve, à découvrir des environnements qui sont à peine décrits. Et puis même par extension, si t'en apprends plus sur elle, t'en apprends plus sur le système d'Immortan Joe, etc. Tu vois, c'est... On découvre c'est quoi Pétroville, qu'on voit en arrière-plan dans Full Road, on découvre la ferme à balles, le moulin à balles, la citadelle un peu plus. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'ils étaient un peu présentés comme des espèces de lieux de légende, quoi. C'est en fait dans la hiérarchie d'Immortan Joe. De voir vraiment qu'en fait, bah, la fabrique à balles, c'est juste une carrière en soi. Hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment. Mais après, il fait tout aussi pour esthétiquement la rendre très iconique. C'est toujours pareil. C'est vraiment pas un lieu de combat anodin, la carrière à balles dans le film. Ben, c'est vrai que moi, j'avais une petite frustration. La première fois que j'ai découvert Fury Road, de pas découvrir le lore en fait, tout simplement s'attarder sur le convoi. Enfin, je ne savais rien du film, je savais pas que ça allait être juste un pur film d'action sur un convoi qui fait un aller et un retour. Mais c'est vrai que là, dans Furiosa, t'as un vrai plaisir déjà au début, lorsque tu vois la Terre verte, tu comprends. Tu vois, et puis même sur ce qu'on connaît, la citadelle, on voit bien qu'il y a des terres vertes au-dessus, mais jamais elles sont filmées directement, tu vois. On reste toujours sur Immortan Joe, le garage, comment s'alimenter les Warboys, etc. Bref. Peut-être pour essayer de remettre un peu les choses au clair, rappelons de quoi parle concrètement Furiosa. C'est-à-dire qu'on commence à la suivre alors qu'elle est gamine, vraiment toute petite, elle doit avoir, je sais pas, 10 ans, quelque chose comme ça. L'idée, c'est vraiment de suivre le personnage sur une longue période. Et là, c'est là que, par exemple, le film est très proche de l'Odyssée et de l'Iliade. C'est-à-dire qu'Ulysse, il part 20 ans d'Ithaque, hein. Enfin, il part 10 ans en guerre et il met 10 ans à revenir. Bah là, Furiosa, ça va être un peu ça. Parce qu'elle va se faire capturer par des bikers et sa mère n'arrivera pas à la délivrer. Elle se retrouvera prisonnier d'un nouveau faux prophète, hein. Dementus, parce que voilà, Miller adore nous présenter des faux prophètes. Bah, ne serait-ce que Humungus dans Mad Max 2. Oui, Mad Max 3, c'est aussi un des thèmes. Enfin, c'est voilà. Et puis même dans tous ces autres films. Ah, puis ensuite, t'avais Noah, le pingouin, là, juché au haut de sa montagne. Et celui-ci, voilà, il essaie un petit peu au début de l'amadouer. On croit presque que finalement, ça sera pas si mal. Hein, là où elle est tombée. Il est de blanc immaculé, il a une jolie cape. Il a un nounours. Voilà. Mais en fait, non, il est complètement fou. En fait, les prénoms dans la saga Mad Max, généralement, ils sont indicatifs du tempérament du personnage. Furiosa, elle est furieuse tout au long du film. J'étais d'ailleurs un peu étonné qu'elle s'appelle Furiosa dès la petite enfance. Et je croyais que c'était un nom qu'on lui avait attribué après coup, mais non, elle s'appelle Furiosa dès le départ. Et Dementus, il a ce caractère un peu fou avec ce nourrisson, enfin ce teddy bear là, qui est accroché à lui. C'est une idée d'ailleurs qui a été récupérée de l'anime original, donc ça vient probablement de Mairo Maeda. T'es introduit à ce personnage complètement loufoque dès le début. C'était une belle surprise, ce personnage. Et donc voilà, pendant longtemps Furiosa va rester prisonnière de ce faux prophète jusqu'à tomber sur Immortan Joe. Et en fait, évidemment, Immortan Joe et Dementus étant deux coqs, ils veulent s'affronter pour le territoire, sauf que Dementus arrive à mettre Immortan Joe échec et mat. Donc s'entament des négociations pour essayer de qui a le contrôle de quoi. Et donc Immortan Joe, qui avait tout le système qui marchait pour lui, là il est obligé de céder Pétroville, Gastown. Bah ouais, c'est un système que tu comprends très très vite, je crois. Enfin très très vite en fait. Le film t'introduit ces forteresses entre guillemets, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et c'est une sorte de petite géopolitique basée sur le contrôle de 3 ressources. Donc les ressources de la citadelle, c'est l'eau, la nourriture et le lait de maman. Le Gastown, donc Pétroville en français, c'est l'essence. Et le moulin à balles, c'est les munitions. Et donc, ça forme un triangle entre lesquels les Warboys font des allers-retours. Ils pourraient échanger des ressources contre d'autres. C'est assez simple à comprendre, finalement. Ce qui crée de l'instabilité du coup dans le régime d'Immortan Joe, c'est que du coup Pétroville c'est plus à lui. Et en plus Dementus, il compte pas s'arrêter là, quoi. Ça lui va pas juste Pétroville. Donc déjà du coup pendant les négociations il cède Furiosa et c'est comme ça que Furiosa se retrouve chez les Warboys et elle va essayer de fuir le harem d'Immortan Joe. Parce qu'évidemment étant une femme elle a pas le droit du tout d'être dans l'armée quoi. Du coup elle va s'évader et cacher son identité se faisant passer pour un garçon, hein. Ce qui va marcher un temps jusqu'à ce qu'elle tombe vraiment sur un prétorien du coup. Du nom de Jack.
Jack aussi, c'est un personnage très mythique comme elle, et c'est un personnage qui va vraiment être son mentor aussi à elle, qui va lui apprendre les ficelles du métier, et c'est aussi ça qui va faire que Furiosa va monter en grade. C'est pas dit dans le film, mais on le suppose, jusqu'à devenir Imperator, quoi, jusqu'à devenir la conductrice du C'est un personnage qui résonne beaucoup avec Max du coup, hein, parce que tu l'identifies parce qu'il utilise vraiment un fusil de chasse, c'est vraiment le même fusil de chasse que Mad Max se sert dans Mad Max 2 et Mad Max 3, et tu te rends compte qu'en fait voilà, c'est un personnage, c'est pour ça que Max lui tape autant dans l'œil dans Fury Road, c'est parce qu'elle va lui rappeler ce gars, finalement le seul gars qui a été gentil avec elle à partir du moment où elle est partie chez elle. Tu comprends la détresse de Furiosa lorsqu'elle s'agenouille dans le désert et qu'elle crie, tous les efforts qu'elle a fait pour rejoindre la Terre Verte, toutes les personnes qu'elle a sacrifiées. Elle aurait pu se barrer dans la Terre Verte au moment où Jack, tu sais, est emprisonné et pris en embuscade dans le moulin à balles. Elle aurait pu partir, mais elle a décidé de le sauver quand même. C'est ça. Et à la fin, ça paiera pas du tout, puisqu'elle va se faire encore une fois capturer par des Parce que tout le fil conducteur, du coup, c'est que Furiosa ne cherche qu'une chose, c'est un moyen de s'évader. Parce que depuis qu'elle s'est fait un peu prôner partout, elle note sur son bras, vu qu'elle a des connaissances en astronomie qui lui permettent de se repérer. Comme ça, en fait, on se rend compte qu'à tout moment, dès qu'elle a une occasion, elle connaît le chemin pour retourner à la Terre Verte. Ce qui fait que perdre son bras, c'est fatal, et du coup, elle ne connaît plus le chemin, quoi. Enfin, ça rajoute encore un enjeu. Oui, c'est ça, c'est littéralement son bras qui symbolise l'espoir de rentrer chez elle un jour. Tu la vois quand elle est petite tous les soirs, noter le trajet qu'ils ont fait pour essayer de se souvenir. C'est fou le niveau de détail, quoi, encore une fois, qu'il y a dans ce film. Ce qui l'amène à peu près à la fin du film où Dementus est de retour. Et surtout, il essaie de renverser Immortan Joe, et donc du coup, ça donne lieu à un affrontement entre Furiosa, Praetorian Jack et Dementus. Sauf que Dementus vraiment est très très motivé. Le mec est vraiment possédé, quoi. Hein, et vraiment, il finit par les capturer. Notamment Furiosa qui a le bras complètement mutilé, ou son mentor qui se fait lentement dévorer par les chiens. C'est vraiment une scène très 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 émouvante. Hein. On va en reparler après dans la narration visuelle, mais il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette scène. D'ailleurs, quasiment toute leur relation à Jack et à Furiosa n'est que visuelle. Hein. Ils ne parlent pratiquement jamais. Uniquement par les yeux, quoi. C'est le tatouage sur le front noir. Je pense qu'il est là pour aussi mettre en exergue les sentiments qu'ils expriment avec les yeux. Et à plein de moments, enfin, tu te dis normalement il y aurait dans un film normal, il y aurait un dialogue un peu mielleux entre les deux, mais ça ne se fait jamais dans Furiosa, quoi. Enfin, presque. Oui, c'est ça. Et dans la douleur, Furiosa sacrifie son bras, ce qui du coup lui donne une chance de s'échapper et d'aller se venger de Dementus, ce qui sera du coup tout le dernier tiers du film. Quelle séquence, quoi. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique, hein, finalement, le héros qui se venge. Sauf que là, Furiosa va se retrouver face à un dilemme. En fait, elle se rend compte que elle est persuadée que... Enfin, elle est persuadée. Disons plutôt qu'elle est dans un espèce de déni où elle croit vraiment qu'en se vengeant, elle va pouvoir récupérer ce qu'elle a perdu. Ou quelque chose d'équivalent, mais sauf que c'est pas possible, quoi. Et donc, du coup, sa vengeance, qui était censée être spectaculaire, tourne un petit peu... tombe à l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'elle est complètement impuissante, elle sait même pas comment le torturer, quoi. Voilà, est-ce qu'il faut le faire lentement, rapidement on ne sait pas. Elle prend pas vraiment de plaisir, donc du coup, elle choisit la solution dont on parlera après. Et le film se termine sur la scène où elle embarque le harem, ce qui donnera lieu du coup au déclenchement du coup de toute l'intrigue de Fury Road. Ouais, c'est un film qui raccroche vraiment les wagons parfaitement avec Fury Road, quoi. Tu pourrais même regarder ce film en premier puis Fury Road pour ceux qui n'ont pas vu les deux films. Tu comprendrais tout, quoi. Et peut-être même mieux. Oui, peut-être même mieux. Avec du recul, maintenant qu'on a vu Furiosa. Donc voilà, il y a énormément de choses soulevées dans Furiosa, et notamment le fait que Furiosa devient très très lentement une bête qui ne cherche que la vengeance. C'est-à-dire qu'au début, on a vraiment une gamine immaculée, hein, parce que voilà, la Terre Verte, c'est vraiment l'opulence. Hein, C'est une civilisation un peu avancée aussi, pour comparer au Wasteland, quoi. Tu vois des panneaux solaires en arrière-plan. Tu vois une communauté organisée aussi, une communauté de femmes qui ont l'air d'être libres, du coup. Justement, les gens de l'extérieur sont choqués de voir un peu
que vraiment l'épreuve sur elle est. Du coup, première descente aux enfers, c'est vraiment, elle est loin de chez elle, elle est vraiment prisonnière, muselée par Dementus, vraiment une espèce de bête de foire, donc elle perd un petit peu son libre arbitre, c'est la première étape, puis après elle se retrouve aux mains d'Immortan Joe, et là ça y est, là, elle devient vraiment sale, vraiment comme tous les autres Warboys, ça devient vraiment une fille des Westlands. Puis elle perd sa voix aussi, c'est important. Dès qu'elle est enlevée de la Terre Verte par les bikers, tout d'abord on comprend que c'est pour ne pas révéler, il faut à tout prix, il ne faut jamais en aucun cas révéler la position de la Terre Verte. Puis ça renforce aussi son iconisation de d'ange vengeur, quoi, surtout vers la fin. Oui, parce que Dementus le comprend direct, qu'il n'obtiendra rien d'elle. Il est assez pragmatique, sous ses airs de personnage loufoque, c'est un mec qui est très rusé, enfin on en reparlera après, mais... C'est assez impressionnant du coup comment elle passe de cette petite fille curieuse, envie de s'amuser dehors, et là vraiment, encore en l'espace de 10 ans, bête sauvage. Et vraiment le dernier niveau de descente, c'est vraiment quand elle reçoit une blessure, et là ça y est, son corps immaculé a sa première cicatrice, et là ça y est, elle est définitivement entrée dans le Westland, c'est définitivement quelqu'un, quoi. Parce que bon, ce qui est intéressant, c'est que plus jamais des blessés dans Mad Max Fury Road, et là vraiment on a ce personnage qui est devenu suffisamment important pour avoir subi des blessures et s'en être sorti. Quand elle réclame une voiture à la fin, on la lui donne, quoi. On voit qu'il y a beaucoup de respect aussi de la part des Warboys vis-à-vis de ce personnage. Voilà, elle débute comme mécano et puis progressivement de mécano à conductrice de Warrig puis Imperator. Parce que vraiment le Warrig, c'est la chose la plus importante. C'est vraiment ce qui maintient l'équilibre. Ça maintient. Si tu perds une livraison, c'est la guerre, quoi. Ouais, et puis en plus c'est un reflet de leur religion à eux, parce que t'as des gravures sur les citernes qui représentent Immortan Joe. Le Warrig, c'est aussi un témoin de leur propre culte à eux. Quand il y a un pot d'échappement un peu brisé, t'as un Warboy qui va dire bois ma pisse, mon porte-guerre, bois ma pisse. De manière très fanatisée, quoi. C'est vraiment un objet qu'il faut absolument protéger. C'est un petit peu ce qu'il y avait déjà dans Mad Max 2 avec du coup c'était pas un Warrig, mais c'était vraiment un énorme camion à pétrole. Ouais, c'est vrai, ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le conducteur du camion survive et emmène son camion à destination, c'est ça le plus important. Et là c'est là qu'on voit un peu tout le génie finalement de Miller, c'est-à-dire que toutes les idées dont on parle là sont évoquées visuellement, quoi. On l'a dit, ça parle pas beaucoup dans Furiosa et même dans Fury Road. Anya Taylor-Joy déjà avant que le film sorte, on avait peur on disait qu'elle avait 30 lignes de dialogue. Moi, c'est un truc qui a complètement augmenté mon regain d'intérêt envers ce film. C'est du coup, vu qu'elle parle pas, qu'est-ce qui se... En plus, elle apparaît au bout d'une heure de film. Ça veut dire que c'est un film, encore une fois, comme Fury Road, assez peu bavard et qui va utiliser purement le jeu d'acteur, le jeu de regard des personnages, les mouvements de caméra, les changements d'échelle de plan dans un même plan pour passer un message. Chaque plan, tu vois, est extrêmement préparé, extrêmement bien pensé, quoi. Le film a été storyboardé à fond. Fury Road, il a eu un scénario qui consistait simplement en des cases de storyboard, quoi, finalement. Et c'est pour ça que les acteurs étaient extrêmement paumés à l'époque sur le tournage, parce qu'ils comprenaient pas le film. Tout était dans la tête de Miller et aussi des artistes qui l'ont accompagné, parce qu'évidemment il n'est pas seul. Mais c'est un film dont la conception est très particulière, quoi. Déjà au niveau de la musique visuelle, dont parle Miller dans beaucoup d'interviews, par l'action, on peut dire déjà que comme dans Fury Road, c'est une action qui est limpide. On comprend vraiment tout ce qui se passe, enfin la position, les déplacements des personnages, notamment dans la fameuse scène de l'attaque du Warrig, là, dans le chapitre La clandestine. Mais c'est en même temps une action qui est un peu différente de Fury Road, parce que dans Fury Road, t'avais un montage assez frénétique, quoi. L'action se faisait plan par plan. Et il y avait eu un montage de dingue de la part de la monteuse, qui est également la femme de George Miller. Mais là, dans Furiosa, un truc qui te marque déjà, c'est que la mise en scène, elle respire un peu plus, quoi. On retrouve beaucoup moins les effets d'accélération. Parfois, il accélérait un peu l'image dans Fury Road. À plusieurs reprises, il va faire un truc que Spielberg fait pas mal aussi dans ses films, c'est-à-dire que en un seul plan, il va faire plusieurs plans différents. Il va commencer par un gros plan sur un visage, puis ensuite il va transitionner vers un plan moyen au niveau de la taille d'un autre personnage, et ensuite le plan va se finir vers un plan d'ensemble. C'est notamment ce qui se passe lorsque t'as la scène avec Dementus qui donne le teddy bear à Furiosa. Ensuite, tu le vois, il y a un de ses conseillers qui l'appelle, ou c'est lui, je crois, qui l'appelle. Tu passes à Dementus qui regarde au loin le convoi du Warrig qui se dirige vers Petroville. Et donc, vraiment, en un plan, t'as eu 3 plans différents, et il fait ça. On va pas expliquer chaque plan de cette fameuse attaque du convoi, mais il le fait vraiment partout, quoi. La caméra bouge beaucoup.
Et c'est un truc qu'on voyait assez peu, je crois, dans Fury Road. Enfin, je me rappelle que dans Fury Road, le montage, on comprenait l'action, mais disons, elle était beaucoup plus cutée que dans Furiosa. Et aussi, chaque scène d'action agit comme un moteur de la narration. Sous chaque scène, t'as toujours un enjeu particulier qui fait avancer l'histoire. Donc, dans l'attaque du convoi. Bah, c'est ce qu'on te montre d'ailleurs la scène d'avant. Il est en train de pisser sous le camion et que bah, là, t'as Jack qui manque de découvrir en fait. Que c'est une fille, ça serait exactement l'enjeu de la scène suivante. En fait, il y a tellement de bordel que ça va être compliqué de. Bah déjà, elle ne parle pas du coup. Bah, on dirait un personnage de film muet. Elle hausse les épaules de manière très prononcée. Elle fait un petit regard. Elle parle pas beaucoup. Elle parle au bout de, je crois, de 20 minutes de film. Et donc voilà, elle va être obligée de se révéler d'abord accidentellement. Quoi, c'est Jack qui va comprendre que c'est une fille et puis après, pour éviter juste de mourir, elle va être obligée de parler. Et ça, c'est vraiment un moment fort, hein, parce que moi, un personnage qui ne parle pas, la moindre ligne de dialogue, c'est révélateur de beaucoup de choses. L'embuscade dans le moulin à balles, également c'est une scène d'action, mais c'est aussi la scène qui va marquer un tournant dans la relation entre les deux personnages, parce qu'ils vont se séparer. Ça enclenche également le comeback de Dementus dans la vie de Furiosa. Il s'était pas vu depuis des années. Oui, parce que cette scène est ultra importante, parce que pour la première fois, Furiosa a l'occasion de repartir chez elle. Voilà. C'est vraiment le seul moment où elle aurait pu. Et puis ouais, enfin dans cette scène, moi je l'adore, le moulin à balles, parce que encore une fois, il y a très peu de dialogue et la séparation entre les deux, elle est signifiée vraiment par les regards très inquiets qu'ils se font entre eux. Miller, à plusieurs reprises, tu sais, il va avancer sa caméra très rapidement vers un visage. C'est un truc que fait Spielberg aussi dans ses films pour signifier que le personnage est en danger, tu vois. Et aussi, Jack, il va lancer son fameux feu d'artifice vert. Il signifie donc rentre chez toi. Rentre chez toi, ouais. Voilà. Ça, tu le comprends uniquement par ce lancer de feu d'artifice. Dans un film normal, t'aurais une sorte de dialogue vraiment larmoyant entre. Mais déjà, même tu vois, si c'est très peu montré, il y a quelque chose de très profond dans leur relation, rien que par le fait que elle lui a dit. Elle lui a dit c'était quoi la terre verte, c'était quoi son tatouage, alors que vraiment elle ne l'a jamais dit à personne et c'est pour ça qu'elle s'est tue à la base, pour ne rien révéler. Ben ouais, mais c'est pour ça que la scène d'après, lorsqu'ils sont à genoux devant Dementus, cette scène je la trouve vraiment émouvante, même si tu n'as pas vu beaucoup de dialogue entre les deux. Vraiment, parce que le film t'a préparé à ça avant, avec la fameuse scène dont tu parles, là où elle révèle ça, puis également tu comprends qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Elle, c'est sa copilote, on va dire, dans le Warrig. Et puis ce personnage, il est ultra important pour elle, parce que déjà là, il lui permet de gagner en importance, et puis surtout quand il mourra, c'est là vraiment qu'elle prendra son indépendance et qu'elle prendra des décisions pour elle, parce que jusque-là elle était un petit peu la passagère dans le Warrig, et là vraiment ça y est, elle agit enfin pour elle, pour autre chose que rentrer chez elle, pour venger du coup. C'est-à-dire que tout le monde la croit morte, elle pourrait partir définitivement, mais non, elle remonte à moitié morte voir Immortan Joe pour lui dire il faut buter Dementus. Oh là là, mais l'iconisation de cette scène, elle est ça y est, elle commence vraiment à être une vengeresse, quoi. Personnage, il y a ce plan où on la voit, il y a de la lumière jaune qui passe derrière elle, et elle observe le Man Eater, le People Eater, je crois qu'il s'appelait comme ça, faire le petit plan de guerre là avec l'ourson et la flèche. Tu comprends tout dans son regard. En gros, elle te dit bon, Dementus, vous me le laissez, quoi. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs à Immortan Joe. Alors vraiment, on l'a jamais vu avec autant d'initiative en fait. Genre vraiment, elle reprend son destin en main. Mais c'est encore une fois, l'iconisation n'est pas gratuite, quoi. C'est le résultat de ce qu'on a dit. C'est le résultat d'une épreuve. Ouais, d'une bonne heure et demie, 45 de galère, quoi. Le film te prépare à chaque fois. Tu la vois passer par tous les états, et là c'est un des personnages qui dira que c'est le 5e cavalier de l'Apocalypse, quoi. Donc voilà. Ça veut tout dire. Les cavaliers de l'Apocalypse, c'est ceux qui viennent te faucher si t'as été mauvais, hein. Donc là, elle y va. Dans sa voiture, à la max. Qu'on voit d'ailleurs l'espace d'un plan à ce moment-là. Oui, il est joué par le. Je ne l'avais pas vu, hein. Oui, voilà, tu vois, encore un truc que tu peux remarquer au bout du deuxième visionnage, mais. C'est là qu'on voit que Dementus veut s'iconiser. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a un historien avec lui en soi, hein, qui est là pour relater ses faits, vraiment pour le mystifier aussi. Tu peux dire déjà que dans Fury Road et Furiosa, les gens qui ont du pouvoir, c'est aussi les gens qui maîtrisent les histoires qui sont faites à propos de les récits qui se racontent, en l'occurrence à l'oral. À propos d'eux, et ça c'est un truc que Miller il a bien compris, quoi. C'est un truc qui se vérifie dans l'histoire. La principale opposition entre Dementus et Furiosa, c'est que Dementus, lui, cherche à tout prix l'iconisation en promettant des actions, n'iront jamais au bout, alors que Furiosa, entre guillemets, subit l'iconisation par les actions qu'elle fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Elle le devient d'elle-même, alors que lui, c'est un mec qui force à tout prix. C'est ça, elle, c'est vraiment un vrai héros mythologique, quoi. Ulysse, il part pas pour devenir un héros, quoi.
que lui, c'est un mec, il va changer d'identité à plusieurs reprises. Tu vois, au début, il est présenté comme un personnage un peu un prophète avec une cape blanche, très posé, et à la recherche. Il unit une petite hiérarchie. Sur la quête du Saint Graal, qui en l'occurrence ici c'est la terre d'abondance, la terre promise. C'est ce qui unit son clan avec celui des Mortifiers là d'Octobos, personnage incroyable d'ailleurs. Et ensuite, dès qu'il arrive à la citadelle, on va dire que son but il est un peu plus matérialiste, quoi. Son but c'est juste de prendre le contrôle de toutes les ressources possibles. Le fait qu'ils veulent prendre le contrôle de la citadelle, bon, c'est un intérêt évident pour lui et son groupe, mais dans son caractère, tu sens que s'il veut prendre la citadelle, c'est pas tellement pour la citadelle, c'est juste pour qu'il soit le plus fort, tu vois. C'est juste pour rajouter à sa saga, hein, c'est... Sa petite saga, là, composée de plusieurs couleurs, blanc, rouge, noir à la fin. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que sa cape, elle reflète, je trouve, un peu son évolution. Enfin, au début, elle est blanche, ensuite, il y a la peinture rouge, puis à la fin, la peinture rouge, elle disparaît un peu, et tu vois que le haut de la cape est carrément noir, la capuche est noire quand on la voit, lorsqu'on voit Furiosa à la portée. D'ailleurs, il est particulièrement énervé, tu vois, quand Furiosa et Jack manquent de le tuer à la fabrique à balles. C'est même pas tellement que la fabrique à balles a disparu, ce qui l'énerve, c'est que ils lui ont ruiné sa saga, tu vois. C'est ça, c'est une petite armée de 2 personnes qui détruit ses plans. C'est pour ça qu'il fait durer des heures la torture et que même à la fin il est pas satisfait, quoi, parce que les faits sont là. Ah, mais c'est dingue, quoi, cette scène. Oh là là. Tu vois, il a des mimiques d'ailleurs grands. Enfin, je sais pas, Chris Hemsworth, il a fait un énorme travail de jeu, d'acteur avec ce film. Et à rappeler aussi qu'il est australien de base. Il a un petit accent. Là, il a repris l'accent de son grand-père pour lui donner pour donner côté pulp à ce personnage. J'adore ses répliques, quoi. Il a plusieurs répliques du style Lady and Gentlemen. Tu vois, il y a une sorte de novlangue anglaise où il n'arrive pas à conjuguer au pluriel. Ensuite, lorsqu'il va voir Immortan Joe et que le deal est conclu, il dit What a day, what a day, what a deal, what a day. Ou tu remets en cause ma boss autorité. Oui, c'est ça. Immortan Joe qui est très silencieux, tu vois, lui, il est là en train de faire le fanfaron. Presque tu le crois pour un personnage sain, alors que pas du tout. Quand il croit qu'Immortan Joe tombe dans son piège, il est là. Quelle bande de naïfs, je les méprise hautement, genre n'importe quoi. Alors qu'il se rend pas compte que c'est lui qui est en train de se faire surprendre. C'est ça qui est très drôle avec le personnage, il y a une espèce d'ironie. Il va à tout prix être iconisé, mais en fait... Puis aussi, il est iconisé par la mise en scène. Enfin, c'est un mec déjà qui prend toujours le cadre, il est toujours au centre, il vole la vedette même à Furiosa. Mais oui, dans la scène de vengeance, il prend tout le cadre. Il a beau être en contre-plongée, enfin en plongée, il prend tout le cadre. C'est ça, c'est vraiment le mec qui vole la vedette à Furiosa presque. Alors que quand t'as la contre-plongée sur Furiosa qui est censée être dominante, elle est toute mince, elle est affaiblie. Elle sait plus quoi dire. Le fait que lui est bavard et elle extrêmement mythique, ça renforce le positif. Mais moi j'aimerais parler d'un plan où justement cette mécanique elle s'inverse. C'est le plan où Furiosa et Jack ils sont agenouillés, que lui il s'énerve, il est en train de dire oh là là, il n'y a pas d'espoir, ni pour vous, ni pour moi, ni pour tous ses disciples. Et en fait la caméra, tu vois, elle est... toi, ton regard, on voit à gauche Furiosa et Jack agenouillés, et lui il est à droite, mais ton regard il est évidemment dirigé vers lui. Et à un moment, je me suis encore fait prendre au dépourvu au deuxième visionnage, mais le film te force à regarder vers la gauche, vers Furiosa, dès lors qu'elle commence à dire adieu à Jack, tu sais, elle tourne son regard vers lui, elle pose son front contre lui. Oui, c'est ça, lui il s'énerve, quoi, parce qu'il s'occupe pas de lui. Qui est la chose la plus importante. Voilà. Il s'énerve parce que le spectateur aussi a détourné le regard de lui. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Et pour ça, il faut que le plan dure longtemps. Il faut que le plan il faut qu'il t'installe tout ça. Faut que t'aies en tête qui est où. Enfin, c'est un truc que je trouvais très fort dans la mise en scène aussi à ce moment-là. Pourtant, c'est très loin d'être un personnage bête, tu vois. Le nombre de stratagèmes qu'il fait, même à la fin. Tous les stratagèmes qu'il met en place pour échapper à Furiosa et que ça suffit pas. Mais pourtant le nombre de stratagèmes qu'il a utilisé, ça aurait berné n'importe qui, tu vois. Et puis même à la fin, lorsqu'il essaie de prendre son canif à Furiosa et qui voit que son plan a foiré, et il dit ça c'était pas de l'espoir, c'était de l'instinct. Tu vois qu'il est habitué à faire plein de combines dans sa tête, qu'il connaît vraiment les règles du Wasteland par cœur. Pour même, je trouve très marquant, tu vois, cette scène où il jette le flingue, parce que c'est
L'idée n'est même pas de blesser, c'est juste d'attirer l'attention de Furiosa parce que voilà quoi, c'est la pire chose qui puisse lui arriver, c'est qu'on le regarde pas ce gars-là, tu vois. Ah ouais, non mais c'est un personnage vraiment incroyable quoi. J'ai adoré ce personnage. C'est pour ça que je comprends pas, tu vois, les gens qui m'ont reproché d'être trop simpliste ou quoi. Non, c'est justement cette simplicité cache quelque chose, tu vois. Cache le fait qu'il essaie justement d'être plus que simple, mais qu'en réalité il ne l'est pas. Voilà, c'est ça qui ça mise en scène de faire sentir. L'évolution des personnages, on peut la voir aussi dans les véhicules, quoi. Mais ça a toujours été un truc même dans Fury Road. Les véhicules, ils sont pensés dès la conception comme des extensions des personnages, quoi. Déjà, c'est des véhicules qui ont une importance particulière dans ce monde-là, puisque sans, tu peux pas survivre. Clairement, les bolides, ils sont au centre des règles de cet univers. Et puis à plusieurs reprises, ils signifient quelque chose, quoi. Tu vois, alors, lorsque Jack et Furiosa ils préparent un plan pour s'enfuir et aller vers la Terre Verte, en gros t'as la bagnole avec les deux motos attachées derrière et les deux guidons ils sont attachés entre eux comme s'ils se tenaient la main eux deux, quoi. Ça symbolise leur fuite. Et puis la première chose que Dementus va faire lorsqu'il va s'enfuir de la ferme à balles et les poursuivre, c'est briser ce lien. Il va d'abord il va écraser de sa roue très puissante le véhicule, ce qui va faire éjecter une des motos. L'autre ensuite va s'éjecter plus tard, donc il est déjà en train de briser ce lien qui était représenté par ces deux motos attachées, quoi. Attachées comme pour signifier leur amour et leur espoir, quoi. Cette volonté de s'extirper. Oui, c'est ça, en écrasant la première moto, est-ce que le film te dirait pas juste qu'il y en a un des deux qui va mourir, tu vois? Ouais. C'est ça aussi. Alors que la deuxième moto s'échappe à Furiosa. Ouais, Dementus, tu le vois au début avec cette espèce de bolide hyper stylé avec les trois motos attachées là au char. Et il y a plusieurs plans qui font penser à un pur péplum, quoi, dans le désert. Il aperçoit la fumée rouge et qu'il rencontre le premier Warboy. Et puis à la fin, il se retrouve avec un énorme monster truck, quoi. Dès qu'il prend le pouvoir à Petroville, tu le vois, le premier plan, carrément fatigué du pouvoir, un peu comme un roi glouton qui se reposerait sur son énorme bolide. Et ça manque d'action dans sa vie, quoi. Et puis lorsqu'il va défoncer les grilles du boulin à balles parce qu'il en a vraiment marre et il veut en finir avec ces deux-là. Je sais pas, je trouve que derrière lui, dans son dos, les plaques de métal forment un prolongement de sa cape, quoi. On dirait qu'il a une cape derrière son dos, ou alors des petites ailes de fée pas contentes. Enfin, je trouve que il y a un truc avec ces plaques de métal qui en fait prolonge son caractère à lui, quoi. Soit sa cape, soit sa colère. Enfin, il y a un truc très iconisant aussi dans la façon de construire. Mais c'est à ce moment-là qu'il est réellement menaçant, tu vois, qu'on sent réellement ah ouais, mais le méchant, quoi. C'est vraiment juste parce que là il est en colère parce qu'ils l'ont fait passer pour un con. Et clairement. Puis ce plan où tu vois son énorme monster truck se rapprocher petit à petit de la voiture, t'es accroché à ton siège parce que tu sais qu'il va les rattraper, que le bolide est plus puissant et que. Parce que du coup ça nous amènerait pas à la résolution du film. Une résolution surprenante pour le coup. On peut dire qu'elle est anti-climatique. On s'attend, comme un énorme film de western ou quoi, à une vengeance, quoi. Mais là, comme on l'a dit, elle est un peu perdue, et en fait, c'est là qu'on se rend compte que pendant tout le film, elle a caché en fait une graine que lui avait donnée sa mère, qui était en gros symbole de vie, quoi. C'est-à-dire que c'était pour lui rappeler d'où elle venait, quoi. Elle venait d'un endroit fertile, et cette graine, c'était vraiment une espèce de cadeau d'adieu, en fait. La notion de graine aussi a son importance dans Fury Road. Il y a toute cette notion de graine et d'anti-graine, et là, tu la comprends un peu mieux du coup dans ce film-là, Furiosa. Oui, en fait, ouais, c'est ça, parce que du coup, on retrouve un petit peu le mythe de Mimir. Où en fait, Mimir, après avoir trompé Odin avec son œil, parce que Mimir a l'œil de la connaissance, donc il voit tout. C'est Odin qui a donné son œil à Mimir pour qu'il puisse voir des choses. Sauf que Mimir en a profité pour le berner, que Odin a fini par s'en rendre compte, et pour le punir, il a fait pousser un arbre dans Mimir, ce qui l'a coincé, ce qu'on peut voir par exemple dans God of War 2018. Et du coup, Mimir est coincé à tout jamais là, avec la connaissance, mais il ne peut rien en faire. Sauf que là, du coup, dans Furiosa, elle décide de faire ça, de punir comme ça Dementus, lui qui voulait à tout prix être le gars important, de le condamner à rester immobile, quoi. Et surtout de se servir de son corps comme un réceptacle de vie. C'est très fort, quoi, cette image finalement de faire fleurir un signe de vie, enfin un symbole de vie sur le corps de celui qui nous a... De la pire ordure, quoi, ouais. Celui qui nous a arraché, enfin qui nous a pourri la vie, quoi, qui est responsable de la mort de sa mère. Enfin, c'est vraiment, symboliquement, c'est très fort. Et puis ce plan, je pense qu'il achève aussi d'en faire un... Je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'elle devient un mythe, quoi. Finalement, tout le film était une préparation à ce plan-là, et que je trouve
magnifique, quoi. Vraiment. Et puis en plus, le film reboucle sur lui-même à ce moment-là, parce qu'au tout début, on la voit en train d'essayer de choper une pêche dans un arbre. Quand elle est petite, et là, elle revient narguer des Mentus en mangeant une pêche devant lui. C'est ça, et genre c'est un setup payoff auquel tu t'attends pas du tout, quoi. Ce truc de cueillir la pêche, tu sais pas, enfin, jamais je m'imaginerais qu'ils reviennent à la fin avec cette symbolique-là. Et puis même avec cette symbolique, en soi, ça te montre, certes, elle est pas encore revenue chez elle, mais elle redevient un peu celle qu'elle était, quoi. Genre vraiment, elle retrouve définitivement son libre arbitre et sa volonté. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il en reste beaucoup. Bah, on peut parler vite fait de la musique. Elle est un peu surprenante comparée à la bande-son de Fury Road. Parce que l'intention est différente aussi. Avec Fury Road, le compositeur, donc Tom Holkenborg, a.k.a. Junkie XL, il voulait faire une sorte d'opéra rock, quoi, qui correspond tout à fait à cette espèce d'énorme course-poursuite dans le désert qui dure 2 heures. Là, l'intention, elle est plus, on va dire, introspective, quoi. Lui, il disait dans son interview que la musique, elle est faite dans Furiosa pour commenter la façon dont elle voit la Terre désolée et ce qui lui arrive tout au long du film. Tout au long du film, tu as ces pulsations cardiaques en arrière-plan qui rythment aussi l'action. Donc elle est beaucoup moins, on va dire, extravagante que Fury Road, mais elle reflète du coup l'état d'esprit de Furiosa. Par exemple, dans la fameuse scène de l'attaque du convoi, dans la clandestine, le chapitre La clandestine, tu vois qu'il n'y a pas de musique jusqu'au moment où tu aperçois Furiosa sous le Warrig, et que tu t'aperçois que les fruits qu'elle avait cachés, ils sont emportés par l'accident, là, la moto qui passe sous les roues du Warrig. À ce moment-là, tu perçois les battements de cœur comme elle doit ressentir à ce moment-là des battements de cœur pulsés très fort en elle. Et voilà, donc ça c'était vraiment juste pour dire que l'intention était très différente. Et ouais, on a parlé de l'utilisation du duduk au début et du didgeridoo, le fameux instrument qui est joué par par les aborigènes d'Australie. Donc pour rappeler qu'on se situe bien en Australie, quoi. Et je pense que le début du film nous l'avait bien rappelé. Il y aurait encore tellement de choses à dire, mais voilà. En conclusion, allez voir le film, parce que bon, c'est triste, mais il bide. Ouais, encore une fois, comme pour Akishid 2, la suite ne marche pas trop. Enfin, la suite. Le second opus ne marche pas trop. Les gens, peut-être, ils sont un peu rebutés à l'idée que le film ne soit pas centré sur Mad Max, qu'il n'y a pas Mel Gibson déjà. Mais voilà, je pense qu'on a prouvé que le film valait vraiment la peine de le voir. Mais voilà, c'est un film vraiment passionnant, quoi. Sur le fond comme sur la forme. En tout cas, on espère que ce premier épisode de Ciné Canapé vous a plu. N'hésitez pas à faire des remarques, à nous expliquer ce qui va pas. Bref. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao.